Ceci, la voix de Monsieur Dubois était une lame de glace dans le silence religieux du restaurant. Il ne leva pas les yeux de l'assiette. Il n'en avait pas besoin. Sa parole seule était une arme. Ceci n'est pas un plat, c'est une hérésie. Le mot tomba, et avec lui, un froid polaire. Le jeune chef Léo Martel, debout près de la table, sentit l'air se vider de ses poumons. Sa veste blanche, d'ordinaire une armure, devint une cage de coton fragile. Devant lui, son chef-d'œuvre, le soleil de Dakar, n'était plus qu'une victime sur un autel de porcelaine blanche. Dubois daigna enfin lever les yeux. Son regard n'exprimait pas la déception, mais un dégoût intellectuel profond, presque personnel. Vous parlez de fusion, n'est-ce pas? Le mot à la mode pour justifier le chaos. Ce que j'ai dans cette assiette, jeune Martel, ce n'est pas une fusion, c'est une profanation. Vous avez pris l'âme de notre terroir, sa subtilité, sa complexité, bâtie sur des siècles de patience, et vous l'avez noyée sous une avalanche d'épices criardes, une agression barbare déguisée en créativité. Léo sentit une vague de chaleur monter à son visage. Il devait se défendre, pour son équipe, pour son père. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas une agression, c'est un dialogue. Le poivre de Sélim que vous... Taisez-vous. L'ordre fut si sec, si brutal, que Léo se figea, la bouche entr'ouverte. Dubois se pencha légèrement en avant, sa voix se faisant plus basse, plus venimeuse. Le silence vous siera mieux que cette tentative pathétique d'autodéfense. Vous parlez de dialogue. Un dialogue suppose une compréhension mutuelle. Ici, il n'y a que votre arrogance. L'arrogance de croire que l'on peut marier la cathédrale de Chartres avec une case en terre sans insulter les deux. Vous n'avez rien compris, ni à la France, ni à l'Afrique. Chaque syllabe était un clou planté dans le cercueil de son avenir. Le bourdonnement du sang dans ses oreilles couvrait le murmure horrifié des autres tables. Il ne voyait plus rien, seulement le visage impassible de son bourreau. À quelques mètres de là, dans la chaleur humide et l'ombre de l'entrée des cuisines, se tenait Amara. Le vacarme des casseroles et des ordres criés était sa réalité, mais ce soir, ce vacarme s'était tu en elle. Elle était ancrée au sol, ses mains plongées dans l'eau chaude d'un bac, crispées sur le métal d'une poêle. L'arôme du poivre de Sélim, que Dubois venait de rejeter avec dégoût, était pour elle le parfum même de son enfance à Dakar. C'était l'odeur des mains de sa grand-mère, ridée et puissante, broyant les grains dans un mortier en bois. Chaque mot de Dubois n'était pas une critique culinaire. C'était un crachat sur la tombe de ses ancêtres, une négation de l'intelligence et de la noblesse de son héritage. Ce n'était plus de la colère qui montait en elle. C'était une fureur sacrée, froide et pure. Son dos se redressa, sa mâchoire se serra. À travers la vapeur qui dansait devant ses yeux, son regard devint deux braises ardentes, fixées sur la nuque de l'homme qui venait de déclarer la guerre à sa mémoire. Le son de la porcelaine heurtant le lin de la nappe fut singulier, un coup sec, final, quand Dubois repoussa l'assiette. Le son d'un jugement sans appel. Le verdict de Dubois avait glacé le temps. Léo Martel restait paralysé, une statue de sel au milieu de son propre désastre, incapable de bouger, de parler, de respirer. Les murmures des clients étaient des serpents rampant dans le silence, chaque sifflement une injection de venin
dans son orgueil anéanti. Mais alors que le monde de Léo s'était arrêté, celui d'Amara se mit en mouvement. Elle sortit de l'ombre de la cuisine, lentement, délibérément. Elle ne portait pas la colère sur son visage. Rien. Son expression était un masque de calme impénétrable, ce qui la rendait encore plus intimidante. Elle traversa l'espace qui séparait la cuisine de la table du critique, ses pas silencieux sur le sol en marbre. Tous les regards, y compris ceux vides de Léo, convergèrent vers elle, cette simple plongeuse, cet inconnu sortant de son rang. Elle s'arrêta non pas devant Dubois, mais à côté de Léo. Elle posa une main sur l'épaule du jeune chef. Un geste simple, mais qui sembla lui rendre un souffle de vie. Puis, et seulement alors, elle tourna son regard vers Dubois. Ce n'était pas un regard de défi, mais d'une certitude si profonde qu'il en était déstabilisant. Sa voix, quand elle parla, était basse, presque un murmure, mais elle porta dans tout le restaurant, clair comme du cristal. « Monsieur, vous avez un palais extraordinaire, mais le palais ne juge que ce qui est sur la langue. Il ne peut pas juger ce qui est dans le sang. » Dubois, pris par surprise, la dévisagea avec une arrogance teintée de confusion. Qui était cette femme? Par quel droit osait-elle lui adresser la parole? « Pardon? Et qui êtes-vous pour me donner des leçons de… » Amara ne le laissa pas finir. Elle ne haussa pas le ton. Elle maintint simplement son regard. Ce que vous appelez sauvagerie est une mémoire. Chaque grain de poivre de Sélim porte en lui le soleil qui l'a nourri, la terre qui l'a vu naître et les mains qui l'ont récolté. C'est une âne histoire. Vous l'avez goûtée, mais vous ne l'avez pas écoutée. Puis, elle fit quelque chose d'inouï. Elle prit délicatement le morceau de pain posé à côté de l'assiette de Léo, le trempa dans la sauce que Dubois avait condamnée et le porta à ses lèvres. Elle ferma les yeux un court instant, non pas de plaisir, mais de recueillement, comme une prière. Quand ses yeux s'ouvrirent à nouveau, ils brillaient d'une lumière ancienne. Ma grand-mère disait que certaines vérités ne se trouvent pas dans les livres, mais dans le partage du repas. Ce soir, vous n'avez rien partagé. Vous avez seulement pris. Sans ce mot de plus, elle se tourna vers Léo, dont les yeux commençaient à retrouver une étincelle de vie. Elle lui fit un très léger hochement de tête, un signe de respect qui valait plus que tous les éloges du monde. Puis, avec la même dignité silencieuse, elle fit demi-tour, se dirigea vers les vestiaires du personnel et disparut. Elle n'avait pas démissionné avec fracas. Elle n'avait pas insulté en retour. Elle était simplement partie, laissant derrière elle le poids assourdissant de ses paroles. Une vérité si simple et si pure qu'elle rendait la critique complexe et intellectuelle de Dubois soudainement vide, creuse et terriblement ignorante. Le départ d'Amara laissa un silence encore plus profond qu'auparavant, un silence empli non plus de choc, mais de questionnement. L'assurance de Dubois, habituellement un roc inébranlable, semblait pour la première fois parcourue d'une micro-fissure. Les paroles de cette femme, vous l'avez goûtée, mais vous ne l'avez pas écoutée, résonnaient dans sa tête. C'était une accusation d'une nature nouvelle, une critique non pas de son palais, mais de son âme. Agacé, voulant reprendre le contrôle de la scène, il fit un geste sec de la main pour appeler le maître d'hôtel,
prêt à clore cet incident humiliant. L'addition, et débarrassez-moi cette chose. Mais alors que le serveur s'approchait, Dubois, par un réflexe inexplicable, arrêta son geste. Son regard fut attiré par un détail infime sur la table, un objet que le départ précipité d'Amara avait révélé. Près du poste de travail de Léo, là où elle avait posé sa main sur son épaule, se trouvait un petit objet tombé de la poche de son tablier. Ce n'était rien de précieux. Une petite boîte en fer blanc, usée, cabossée par le temps, du genre de celle que l'on trouve sur les marchés pour quelques centimes. Une boîte à épices. Poussé par une curiosité qu'il méprisait lui-même, Dubois se leva, fit les quelques pas qui le séparaient du poste de Léo, et s'en saisit. L'objet était encore chaud de la chaleur des cuisines. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de poudre, mais quelques grains entiers de ce fameux poivre de Sélim. Il en prit un entre son pouce et son index. Ce qu'il avait goûté dans l'assiette était puissant, presque violent. Mais le grain qu'il tenait maintenant, non cuisiné, dégageait un parfum radicalement différent. Des notes de fumée, de muscade, presque florales. C'était complexe, élégant, terriblement élégant. Un doute fulgurant le traversa. Et si le chef n'avait pas maîtrisé l'épice? Et si, au contraire, il l'avait si bien comprise qu'il en avait extrait une facette que lui, le grand Dubois, était incapable de déceler? Puis il vit la deuxième chose, le couvercle de la boîte. Il n'était pas uni, y était gravé, de manière artisanale, un symbole étrange et captivant, un baobab majestueux, dont les racines s'entremêlaient avec les pétales d'une fleur de lys stylisée. L'Afrique et la France, enlacées. Ce n'était pas un logo commercial, c'était personnel, c'était un blason, un héritage. Dubois referma la boîte avec un bruit sec. Le métal froid dans sa paume semblait soudain lourd, lourd de sens. Il avait passé sa vie à juger la nourriture sur des critères absolus. La technique, la présentation, l'équilibre. Pour la première fois, il tenait entre ses mains la preuve tangible qu'il existait une autre dimension, une dimension qu'il avait toujours niée, l'histoire personnelle, la mémoire affective. La critique qu'il avait formulée, si brillante, si structurée, lui parut soudain incomplète, presque malhonnête. Cette petite boîte n'était pas seulement une preuve qu'il avait peut-être eu tort sur le goût. C'était la graine d'un poison bien plus terrible, la conscience qu'il avait été, ce soir, un ignorant. Les jours qui suivirent furent un enfer silencieux pour Monsieur Dubois. Le monde extérieur continuait de le célébrer. Sa critique assassine de l'avenir avait fait la une des chroniques gastronomiques, renforçant son image de juge implacable et infaillible. Mais à l'intérieur, le poison du doute infusait lentement. Chaque plat qu'il goûtait, chaque vin qu'il dégustait, lui semblait fade. La petite boîte en fer blanc était posée sur son bureau en acajou, tel un crâne sur la table d'un philosophe, un rappel constant de son ignorance. Les paroles d'Amara le hantaient. Vous l'avez goûté, mais vous ne l'avez pas écouté. La honte, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies, devint sa compagne. Ce n'était pas le remords d'avoir été cruel. Il l'avait souvent été au nom du goût. C'était la blessure narcissique d'avoir été exposé, non pas comme un tyran, mais comme un incompétent. Il ne pouvait plus écrire, il ne pouvait plus juger. Le mécanisme parfait de sa confiance était enrayé.
Il n'y avait qu'une seule façon de le réparer, retrouver cette femme. Il commença sa quête non comme un critique puissant, mais comme un homme ordinaire. Il retourna au restaurant, mais Léo, dévasté, avait fermé temporairement et personne ne connaissait le nom de famille ou l'adresse d'une simple plongeuse. Amara, c'était tout ce qu'ils avaient, un prénom, une ombre. Dubois se lança alors dans un pèlerinage qui le sortit de son univers aseptisé du luxe parisien. Guidé par la seule origine qu'il pouvait deviner, le Sénégal, il plongea dans le Paris qu'il ne connaissait pas. Le Paris du 18e et du 19e arrondissement. Il déambula dans les allées animées du marché des gens, parmi les étals de manioc, de gombo et de poissons séchés, le nez agressé et en même temps intrigué par 1000 odeurs inconnues. Il montra la boîte en fer blanc à des vendeurs, des commerçants, mais le blason ne disait rien à personne. Il entra dans des restaurants de quartier, mangeant du thieboudienne dans des assiettes en plastique, écoutant des conversations en wolof, se sentant pour la première fois de sa vie un étranger dans sa propre ville. Chaque refus, chaque regard indifférent était une petite humiliation qui érodait son arrogance. Les gens qui l'interrogeaient ne voyaient pas le grand critique Dubois. Ils voyaient un homme blanc âgé, un peu perdu, cherchant une femme africaine dans un océan de visages. Il était dépouillé de son statut, réduit à sa seule humanité. Il découvrait que le Paris qu'il avait passé sa vie à célébrer n'était qu'une fine couche dorée, posée sur une réalité infiniment plus riche, plus complexe et plus vivante. Sa quête pour Amara n'était plus seulement une tentative de sauver sa fierté professionnelle. C'était devenu, sans qu'il ne s'en rende compte, une quête pour comprendre le monde qu'il avait si péremptoirement jugé. Loin du tumulte mental de Dubois, Amara n'était pas une femme brisée cherchant un nouvel emploi. Elle n'était pas une victime. Quitter l'avenir n'avait pas été une défaite, mais une libération. Elle avait retrouvé son royaume, un lieu où sa valeur n'était pas mesurée à sa capacité à faire disparaître la saleté, mais à sa capacité à créer du lien. Ce royaume était un modeste centre communautaire niché au cœur d'un bâtiment en briques de la Goutte d'Or. Un lieu bruyant, coloré, vibrant de vie, où les rires suyas des enfants se mêlaient aux discussions animées des anciens. Ici, Amara n'était pas la plongeuse. Elle était Tantine Amara, la gardienne des saveurs, la mémoire vivante de la communauté. On la retrouvait dans la cuisine collective du centre, une grande pièce carrelée, simple mais impeccablement propre. Un groupe d'une dizaine d'enfants, âgés de 8 à 12 ans, était rassemblé autour d'elle, les yeux brillants de fascination. Ce n'était pas un cours de cuisine formel, c'était une transmission. Amara ne donnait pas de recettes, elle racontait des histoires. Le mafé, expliquait-elle d'une voix douce, tandis que ses mains agiles mélangeaient la pâte d'arachide dans une grande marmite. Ce n'est pas juste de la viande et une sauce, c'est le plat des réunions de famille. Chaque ingrédient que vous ajoutez, le manioc, la patate douce, la carotte, c'est comme inviter un cousin de plus à la table. C'est un plat qui dit « Bienvenue, tu es chez toi ». Elle ne mesurait rien. Elle sentait, elle goûtait, elle apprenait aux enfants à écouter la nourriture, à sentir le moment où l'oignon devient translucide et sucré, à reconnaître le parfum exact qui annonce que la sauce est prête. Elle leur transmettait un savoir instinctif, un héritage qui ne s'écrit pas, mais qui se vit.
Son monde était l'antithèse de celui de Dubois. Ici, la nourriture n'était pas un objet de critique intellectuelle, mais le cœur battant de la vie sociale. C'était un remède pour les peines, une célébration pour les joies, un pont entre les générations. C'était le langage universel qui unissait ceux qui avaient tout quitté pour recommencer ailleurs. Un des anciens du quartier, Monsieur Diop, s'approcha d'elle, observant la scène avec un sourire bienveillant. « Tu leur apprends bien plus que la cuisine, ma fille. Tu leur apprends à ne pas oublier. » Amara lui rendit son sourire, une lueur de fierté dans les yeux. On ne peut savoir où l'on va que si l'on sait d'où l'on vient, papa Diop. Et nous venons d'une terre qui a bon goût. Elle était forte, ancrée. Elle n'avait pas besoin de la reconnaissance du monde de Dubois. Elle régnait avec une dignité tranquille sur un univers infiniment plus riche, celui où un plat n'est pas jugé sur sa présentation, mais sur sa capacité à nourrir à la fois le corps et l'âme. C'est dans ce royaume que Dubois, après des jours de recherche infructueuse, allait finalement la trouver, guidé par la rumeur d'une cuisinière magique qui officiait dans un centre communautaire. Quand Dubois entra dans le centre communautaire, ce fut comme s'il pénétrait dans une autre dimension. Le bruit, les couleurs, l'énergie vibrante du lieu contrastaient violemment avec le silence feutré de son existence. Il se sentit immédiatement déplacé, son costume coûteux et ses chaussures cirées criant son étrangeté. Il aperçut Amara, entourée d'enfants, et il comprit instantanément la monumentale erreur de son jugement. Il n'avait pas simplement critiqué un plat, il avait méprisé un univers entier. Il attendit patiemment que le cours se termine. Les enfants partirent en courant, laissant derrière eux le parfum chaleureux du mafé. Amara nettoyait le plan de travail, et c'est seulement quand elle se retourna qu'elle le vit, debout, hésitant près de la porte. Il n'y eut pas de surprise dans son regard, seulement une sorte de calme attente. Dubois s'avança. Il n'y avait plus aucune trace de l'arrogance du critique. Il n'était qu'un homme âgé, l'air fatigué. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle. « Madame, » commença-t-il, sa voix habituellement si assurée, presque fragile. « Je suis venu, j'ai été... » Les mots lui manquaient. Amara essuya ses mains sur son tablier et croisa les bras. Elle ne l'aida pas. Elle attendit. Il prit une profonde inspiration. « J'ai eu tort, » dit-il enfin, les 3 mots les plus difficiles de sa vie. Pas seulement sur votre poivre. J'ai eu tort sur tout. Mon jugement n'était pas seulement une erreur. C'était un acte d'une ignorance profonde. Je suis venu vous présenter mes excuses les plus sincères. » Le silence s'installa, seulement brisé par le bruit lointain des enfants jouant dans la cour. Amara le sonda du regard, cherchant non pas la pitié, mais l'honnêteté. « Vos excuses sont pour vous, monsieur Dubois, ou pour moi ?» La question était si directe, si perspicace, qu'elle le désarma. Il baissa les yeux un instant. « Pour moi, au début, » avoua-t-il avec une franchise qui le surprit lui-même. « Maintenant, je crois qu'elles sont pour nous deux. » Amara sembla accepter cette réponse. Elle décroisa les bras. « J'accepte vos excuses, monsieur, mais à une condition. »« N'importe laquelle, » répondit-il sans hésiter. « Aidez-moi à comprendre quelque chose, » dit-elle. Elle se dirigea vers son casier personnel et en sortit non pas la boîte en fer blanc, mais un autre objet. Un morceau de papier jauni, plié
et repliée tant de fois que les bords étaient usés. Une lettre, une partie était brûlée, la rendant fragmentaire. En quittant le restaurant, j'ai récupéré mes affaires. J'ai trouvé ceci glissé au fond de mon casier. Je ne sais pas qui l'y a mis. Elle est adressée à ma grand-mère, Awa Ndiaye. Elle est signée par un certain docteur Martel. Le nom frappa Dubois comme un éclair. Martel, le père de Léo. Elle parle d'un pacte, d'une promesse, continua Amara en lui tendant la lettre. Et puis, de ce mot, son doigt pointa un mot à moitié effacé par la brûlure. Trahison. Dubois prit la lettre avec des mains presque tremblantes. Il lisait les fragments de phrases. Notre héritage commun, la part qui lui revient de droit. Elle ne doit jamais savoir la vérité. Ce n'était plus une simple histoire de cuisine. C'était un secret de famille, une injustice potentielle bien plus grave que sa critique arrogante. En venant chercher l'absolution pour sa propre faute, il venait de tomber sur l'indice d'un péché bien plus ancien. Son voyage de rédemption venait de prendre un tournant radical. Il était maintenant lié à Amara, non plus par la culpabilité, mais par le fardeau d'un mystère qui les dépassait tous les deux. La lettre brûlée était une carte menant vers un territoire inconnu. Le premier pas logique pour Amara et Dubois était d'aller confronter la seule personne vivante directement liée à son auteur, Léo Martel. Ils le trouvèrent dans son restaurant, l'Avenir, encore fermé au public. L'endroit était silencieux, sombre, comme un mausolée dédié à un rêve brisé. Léo était assis seul à une table, fixant le vide, l'ombre de lui-même. Quand il vit Dubois, une lueur de colère traversa son regard, mais elle s'éteignit en voyant Amara à ses côtés. Dubois, avec une humilité nouvelle, expliqua la situation, sans omettre sa propre responsabilité dans la détresse de Léo. Amara présenta ensuite la lettre. Léo la prit, fronçant les sourcils en reconnaissant l'écriture de son père. Il lisait les mots « pacte »,« héritage »,« trahison », avec une confusion grandissante. Il n'avait jamais entendu parler d'une Awa Ndiaye. Pour lui, l'inspiration africaine de son père était purement académique, le fruit de ses recherches d'anthropologue. C'est à ce moment précis qu'une nouvelle silhouette apparut, sortant de l'ombre du bureau du fond. Hélène Martel, la sœur du défunt docteur Martel et tante de Léo. C'était une femme d'une 60aine d'années, à l'élégance froide et acérée comme un éclat de verre. Elle gérait la fortune et l'héritage intellectuel de la famille d'une main de fer. Son sourire était glacial. « Léo, mon chéri, tu ne devrais pas t'infliger la présence de ces gens. Monsieur Dubois, votre spectacle a été suffisamment dévastateur, je crois. Et quant à vous, madame ?» Son regard se posa sur Amara avec un mépris à peine voilé. « Je ne sais pas quel jeu vous jouez, mais l'héritage de mon frère est parfaitement en ordre. » Amara lui tendit la lettre. « Ce n'est pas un jeu, c'est l'histoire de ma famille. » Hélène prit la lettre, la survola d'un œil expert et la rejeta sur la table avec un petit rire sec. Un bout de papier brûlé? Pathétique. C'est une tentative d'extorsion évidente. Mon frère était un homme généreux. Il a probablement aidé votre grand-mère à un moment donné, et vous essayez d'en tirer profit aujourd'hui. C'est une histoire bien connue. Sa voix était calme,
mais chaque mot était une attaque. Elle se tourna vers Léo, son ton se faisant plus doux, plus manipulateur. « Léo, tu es vulnérable en ce moment. Ces gens cherchent à exploiter ta peine. Fais-moi confiance, chasse-les. » Dubois intervint. « Madame, la question n'est pas l'argent, mais la vérité. Cette lettre suggère... » « Elle ne suggère rien du tout, » le coupa-t-elle, sa voix claquant comme un fouet. Son masque de civilité venait de tomber, révélant une hostilité féroce. « Mon frère était un grand homme. Je ne laisserai pas sa mémoire être salie par une plongeuse opportuniste et un critique en pleine crise de conscience. Maintenant, si vous voulez bien quitter cet établissement qui, je vous le rappelle, fait partie du patrimoine familial que je gère. » Son agressivité était si disproportionnée qu'elle en devenait un aveu. Elle ne cherchait pas à protéger la mémoire de son frère. Elle protégeait un secret. Pour Amara et Dubois, le doute n'était plus permis. Hélène Martel n'était pas seulement une parente hostile. Elle était le gardien du mensonge. L'hostilité d'Hélène Martel n'avait pas été une fin de non-recevoir, mais un puissant catalyseur. Elle leur avait donné une direction. Chercher ce qu'elle voulait, si désespérément caché. Le duo improbable, Amara et Dubois, se lança dans une véritable enquête, chacun armé de ses propres compétences. Dubois, avec sa rigueur de chercheur, et son carnet d'adresses d'intellectuel parisien. Amara, avec sa connaissance intime de la culture sénégalaise et les bribes d'histoire transmises par sa mère. Leur quartier général devint l'appartement de Dubois, une vaste bibliothèque surplombant le jardin du Luxembourg, où le silence n'était rompu que par le bruit des pages que l'on tourne. Le point de départ était l'œuvre du docteur Martel. Ils passèrent en des jours à éplucher ses publications anthropologiques, ses articles, ses interviews. En surface, tout correspondait à la version d'Hélène. Un universitaire brillant, fasciné par les traditions culinaires ouest-africaines, qu'il documentait avec une précision scientifique. Awa Ndiaye y était mentionné plusieurs fois, mais toujours en tant qu'informatrice clé, OUMS, source locale précieuse. Une collaboratrice, jamais une partenaire. Mais Amara sentait une dissonance. « Ma grand-mère n'était pas une source », dit-elle en pointant une photo dans un des livres. On y voyait son aïeul, jeune et fier, aux côtés d'un docteur Martel souriant. C'était une artiste, une reine. Regardez ses mains. Elles ne donnent pas une information. Elles créent. Mon père disait qu'elle connaissait le langage secret des épices. Cette conviction poussa Dubois à chercher au-delà des publications officielles. Grâce à ses contacts à la Sorbonne, il obtint l'accès aux archives personnelles non publiées du docteur Martel, des carnets de terrain, des notes manuscrites, des enregistrements audio. Ce fut comme ouvrir un tombeau. Là, dans l'intimité de ses pensées, un tout autre homme se révélait, un homme non pas seulement fasciné, mais profondément amoureux de la culture qu'il étudiait, et surtout profondément admiratif de la femme qui l'initiait. Les enregistrements audio furent la clé. Ils écoutèrent ainsi pendant des heures la voix chaude et rieuse d'Awa Ndiaye, expliquant la philosophie derrière chaque plat, tandis que la voix du docteur Martel, jeune et enthousiaste, posait des questions. Puis, ils tombèrent sur un enregistrement différent. La qualité était médiocre, comme si la conversation avait été captée à la volée. C'était une discussion animée entre le docteur
Martel et une jeune femme à la voix tranchante qu'ils reconnurent immédiatement comme étant Hélène. « Cette femme t'aveugle, Philippe, » disait la voix d'Hélène. « Partager les bénéfices, c'est absurde. Ce savoir appartient au domaine public, c'est toi qui le mets en valeur, qui lui donnes une légitimité académique. » La voix de Martel répondait, fatiguée mais ferme. « Tu ne comprends pas, Hélène. Ce n'est pas son savoir ou mon savoir, c'est le nôtre. Nous créons quelque chose ensemble. Son nom sera à côté du mien. C'est non négociable. » Le silence qui suivit l'écoute de cette cassette fut électrique. Ce n'était plus une hypothèse, c'était la preuve d'un conflit, la confirmation du mobile d'Hélène. Elle n'avait pas seulement méprisé Awan Diaye, elle avait activement combattu l'idée même de partenariat, la jugeant inacceptable. Ils tenaient le fil conducteur de la trahison. Il ne leur restait plus qu'à trouver la preuve tangible de l'existence de ce partenariat et surtout de la manière dont il avait été saboté. L'enregistrement audio était la pièce manquante qui donnait un sens à tout le puzzle. Le conflit entre le frère et la sœur n'était pas une simple querelle familiale. C'était une guerre idéologique. Armés de cette certitude, Amara et Dubois savaient que la preuve de la trahison d'Hélène ne se trouverait pas dans les archives académiques de son frère, mais dans le seul domaine qu'elle contrôlait, les affaires. Dubois mobilisa une de ses relations les plus inattendues, un vieil avocat fiscaliste à la retraite, Maître Lambert, un homme qui connaissait les secrets financiers des grandes familles parisiennes mieux que personne. Intrigué par l'histoire, Lambert accepta de les aider à naviguer dans le labyrinthe des archives commerciales. Il cherchait une trace, même infime, d'une société ou d'un projet commercial fondé par Philippe Martel à la fin des années 80, l'époque de ses recherches au Sénégal. Après 2 jours de recherches poussiéreuses dans des registres oubliés, ils trouvèrent une société à nom unique, les Saveurs du Monde, fondée en 1938 par le Dr Philippe Martel. Son but, l'importation, la valorisation et la commercialisation de produits et de savoir-faire culinaires traditionnels. Le cœur de Dubois se mit à battre plus fort. C'était bien la preuve du projet commun. Mais le nom d'Awan Diaye n'apparaissait nulle part dans les statuts. Le seul autre nom listé était celui d'Hélène Martel, en tant que co-gérante et actionnaire minoritaire. Amara sentit une vague de déception. Alors, il l'a trahie, il ne l'a pas incluse. « Attendez, » dit Maître Lambert, ses yeux plissés derrière ses lunettes. « Il y a quelque chose d'étrange. Regardez l'historique des modifications. » Il leur montra une ligne datée de quelques mois après la création de la société. Cession de la totalité des parts de Philippe Martel à Hélène Martel pour un franc symbolique. Et juste en dessous, une autre note. Dissolution de la société. 2 ans plus tard, les actifs étant transférés à une nouvelle entité, Martel Heritage, la société actuelle d'Hélène. Le scénario devenait limpide et glaçant. Philippe avait bien créé la structure pour son partenariat, mais quelque chose s'était passé, quelque chose qui l'avait forcé à tout abandonner à sa sœur. La clé était la date de la cession. Dubois, grâce à ses archives personnelles, fit le lien. Cette date correspondait, à quelques jours près, au moment où le Dr Martel avait été hospitalisé pour la maladie tropicale qui allait l'emporter 2 ans plus tard.
la vérité, dans toute son horreur, se dessina devant eux. Hélène n'avait pas simplement été en désaccord. Elle avait profité de la vulnérabilité de son frère, de sa maladie, de son affaiblissement, pour prendre le contrôle de son projet. Elle l'avait probablement convaincu de lui céder les rênes temporairement, le temps de sa convalescence. Mais une fois les pleins pouvoirs en main, elle avait méthodiquement démantelé le rêve de son frère, effacé le nom et l'existence d'Awa Ndiaye, et transféré tous les actifs, les recettes, les droits, les rouages, à sa propre structure. Ce n'était pas seulement une trahison morale, c'était un vol méticuleusement planifié et exécuté dans l'ombre de la maladie et de la mort. Elle avait volé à son frère son rêve de partenariat équitable. Elle avait volé à Awan Ndiaye sa part légitime de l'héritage, condamnant sa famille à des décennies de difficultés. Et elle avait volé à Léo sa propre histoire, le laissant construire sa carrière sur un mensonge. Amara fixa les documents, le souffle coupé, la lettre brûlée, le mot « trahison ». Tout prenait un sens terrible. Ce n'était pas la lettre d'un homme coupable, mais celle d'un homme impuissant, écrivant peut-être dans un dernier sursaut de conscience pour alerter celle qu'il avait été forcé de trahir. La douleur qu'elle ressentit n'était pas seulement pour sa grand-mère, mais aussi pour cet homme, le docteur, Martel, dont la vision avait été si cyniquement pervertie. La bataille à venir ne serait pas seulement pour l'argent ou la reconnaissance. Ce serait une bataille pour la mémoire de deux âmes trahies. La vérité était une arme chargée. Mais pour qu'elle fasse justice, il fallait la détonner au bon endroit. Une simple accusation publique, basée sur des documents vieux de plusieurs décennies, serait facilement balayée par les avocats d'Hélène. Ils avaient besoin de plus. Ils avaient besoin d'une confession ou d'une preuve irréfutable de sa malveillance actuelle. L'idée vint d'Amara, une stratégie à la fois simple et audacieuse. Utiliser l'appât le plus précieux aux yeux d'Hélène, les rouages lui-même. Prétextant vouloir négocier un accord financier pour garder le silence, Amara demanda à rencontrer Hélène seule à seule. Contre l'avis de Dubois, qui craignait pour sa sécurité, Amara insista. « Elle me sous-estime, dit-elle. C'est là que réside notre avantage. Elle verra une pauvre fille avide, pas une menace. » Le lieu du rendez-vous fut fixé par Hélène. Sa galerie d'art privée dans le Marais, un espace immense, froid et minimaliste, rempli de sculpturies modernes aux angles menaçants. C'était son territoire, le cœur de son pouvoir. Amara arriva, humblement vêtue, jouant parfaitement le rôle que Hélène attendait d'elle. Dubois et Léo, rongés par l'inquiétude, attendaient dans un café de l'autre côté de la rue, prêts à intervenir. Amara avait caché sur elle un micro-enregistreur, espérant capter un aveu. Hélène l'accueillit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Alors, la petite souris est sortie de son trou. « Combien ?» dit-elle sans préambule, balayant Amara du regard comme si elle était une tache sur le sol immaculé de sa galerie. Amara joua le jeu. Ce n'est pas si simple. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de reconnaissance. Le nom de ma grand-mère. Hélène éclata d'un rire bref et sans joie. Le nom de votre grand-mère? Il ne vaut rien. Mon frère était un sentimental, un rêveur. J'ai transformé ces notes poussiéreuses en un empire.
L'héritage Martel, c'est moi. J'ai créé Léo. J'ai créé ce restaurant. Tout cela m'appartient. Votre grand-mère n'était qu'une note de bas de page, et j'ai arraché la page. » C'était presque un aveu. Amara sentit son cœur battre à tout rompre. Elle devait la pousser plus loin. Mon père disait que mon grand-père avait conservé des documents, un contrat original. C'était un bluff, une dernière carte jouée au hasard. Le bluff fonctionna, mais de manière terrifiante. Le visage d'Hélène se figea. Le masque de mépris condescendant tomba, révélant une panique glaciale. Le contrat, la seule chose qui pouvait tout détruire. Elle comprit qu'Amara ne bluffait peut-être pas, qu'il existait une menace réelle. « Vous mentez », siffla-t-elle, mais sa voix avait perdu de son assurance. Elle fit un pas vers Amara. « Où sont ces documents ?»« En sécurité », répondit Amara, essayant de garder son calme. Soudain, le comportement d'Hélène changea. La panique se mua en une détermination froide. « Très bien, nous allons attendre qu'il le soit un peu moins. » D'un geste rapide, elle se dirigea vers une porte en acier massif au fond de la galerie. « J'ai de nouvelles acquisitions dans ma réserve. Peut-être que quelque chose vous intéressera. » Sentant le danger, Amara recula, mais Hélène fut plus rapide. Elle la poussa violemment à l'intérieur de la pièce, un entrepôt sans fenêtre, sentant la poussière et le métal froid. Avant qu'Amara ne puisse réagir, la lourde porte se referma avec un claquement métallique sinistre. Un tour de clé résonna. Elle était piégée. Hélène parla à travers la porte, sa voix déformée par l'acier. « Vous allez rester ici et réfléchir. Quand vous serez prête à me dire où se trouve ce prétendu contrat, je vous ouvrirai. D'ici là, profitez de l'art. » Amara était seule dans le noir. La confrontation avait tourné au piège. Elle entendit les pas d'Hélène s'éloigner, puis le son d'une alarme incendie qui se déclenche, une ruse. Pour créer la confusion, pour évacuer le bâtiment et la laisser là, oubliée, neutralisée, pendant qu'elle mettait son plan à exécution. L'obscurité de la réserve était totale, oppressante. L'air était rare, chargé de l'odeur de la térébenthine et du vernis. Mais la panique d'Amara fut de courte durée, rapidement remplacée par une détermination glaciale. Être piégé n'était pas une fin, c'était une opportunité. Hélène n'aurait pas pris une mesure aussi extrême si le contrat n'existait pas. Le bluff d'Amara avait touché une vérité qu'elle ignorait elle-même. À l'extérieur, le hurlement de l'alarme incendie sema la confusion. Dubois et Léo, voyant les employés de la galerie évacués, comprirent immédiatement que quelque chose avait mal tourné. Ignorant les ordres, ils se précipitèrent à l'intérieur, cherchant Amara. Léo, qui connaissait la galerie depuis son enfance, se souvint de la réserve du fond, là où sa tante entreposait les œuvres les moins prestigieuses. Ils entendirent les coups sourds d'Amara contre la porte d'acier et, unissant leurs forces, ils parvinrent à forcer la serrure magnétique après plusieurs tentatives désespérées. La lumière du couloir inonda la pièce, révélant une Amara non pas effrayée, mais fiévreuse d'une nouvelle énergie. « Le contrat existe », dit-elle, sa voix vibrante d'urgence. Sa réaction le prouve. Elle a paniqué. Elle ne m'aurait pas enfermé pour un simple bluff. Alors que Léo s'assurait qu'elle allait bien, le regard de Dubois balayait la pièce.
C'était un capharnaüm d'œuvres d'art délaissées, de caisses en bois et de vieilles sculptures couvertes de draps. C'est alors que le regard d'Amara se figea sur une forme particulière dans un coin sombre. C'était une sculpture en bois massif, une de celles que son père anthropologue avait ramenées d'Afrique des décennies plus tôt, et qu'Hélène, dans son mépris, avait reléguée ici. Amara s'approcha, comme attirée par un aimant. La sculpture se représentait une Mami Wata, une divinité des Yao, mais ce n'est pas la sculpture elle-même qui la captiva. C'était son socle, un lourd cube de bois d'ébène, et sur le côté de ce socle, à moitié effacé par le temps, était gravé le même symbole que sur sa boîte en fer blanc, le baobab et la fleur de lys entrelacée. Le cœur battant, elle passa ses doigts sur le bois. « Léo, ton père, est-ce qu'il travaillait le bois ?» Léo fronça les sourcils. « Un peu. C'était son passe-temps. Il disait que chaque essence de bois avait une mémoire. » Pourquoi? Amara ne répondit pas. Elle sentit une fine rainure, presque invisible à l'œil nu, sur la face inférieure du socle. Avec l'aide de Dubois, ils basculèrent la lourde sculpture. La rainure était bien là. C'était un compartiment secret. En utilisant la lame d'un petit couteau suisse que Dubois portait toujours sur lui, ils parvinrent à faire levier. Une petite trappe de bois s'ouvrit avec un léger grincement. À l'intérieur, reposant sur un lit de velours rouge décoloré, se trouvait une liasse de documents jaunis, attachés par un ruban de soie. Au sommet de la pile, une seule feuille. C'était un contrat de partenariat officiel pour la création de la société Les Saveurs du Monde, établissant une répartition des bénéfices à 50-50 entre Philippe Martel et Awa Ndiaye. Il était signé des deux noms, l'écriture élégante de Martel à côté de la signature fière et stylisée de la grand-mère d'Amara. C'était la preuve, l'original, le document qu'Hélène croyait n'être qu'un fantasme. Le docteur Martel, sachant sa sœur capable du pire, n'avait pas détruit le contrat. Il l'avait caché, non pas dans un coffre-fort, mais dans le cœur même de l'art africain qu'il chérissait, protégé par le sceau de leur partenariat. Il l'avait confié à la mémoire du bois. La trahison d'Hélène n'était plus un secret de famille. C'était désormais un crime documenté, attendant son heure pour éclater au grand jour. Le timing était une bénédiction cruelle, une ironie orchestrée par le destin. Le soir même se tenait la cérémonie annuelle des Lauriers d'or de la gastronomie française, l'événement le plus prestigieux du calendrier culinaire parisien. C'était cela, 1 an plus tôt, que Léo Martel avait été sacré jeune espoir de l'année. Cette année, malgré la fermeture temporaire de son restaurant et la critique dévastatrice de Dubois, le comité avait décidé de lui décerner un prix spécial pour l'innovation et le dialogue des cultures. Une tentative de panser les plaies et de montrer son soutien. Hélène Martel, en tant que matriarche de la famille et gestionnaire de l'héritage, serait présente au premier rang pour recevoir l'honneur au nom de son neveu. C'était la scène parfaite, une arène remplie de toute l'élite qui avait assisté, de près ou de loin, à la chute de Léo. Hélène arriva, rayonnante dans une robe de haute couture, savourant les murmures de sympathie et d'admiration. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Elle croyait Amara enfermée, neutralisée. Elle croyait le secret enterré à jamais.
Lorsque le nom de Léo Martel fut appelé, Hélène se leva avec un sourire humble et se dirigea vers la scène sous un tonnerre d'applaudissements. Elle prit le trophée, s'approcha du micro, prête à livrer un discours poignant sur la résilience et le génie de sa famille. Au nom de mon neveu, Léo, et en mémoire de mon regretté frère, le visionnaire Philippe Martel, commença-t-elle, pas en son nom. Une voix forte et claire retentit depuis le fond de la salle. Un silence stupéfait s'abattit sur l'audience. Les têtes se tournèrent. Léo Martel venait d'entrer. Il n'était pas seul. À ses côtés se tenait Monsieur Dubois, le visage grave, et Amara, la dignité incarnée. Hélène, livide, tenta de garder contenance. « Léo, que fais-tu ici? Cette mise en scène est ridicule. » « La seule chose de ridicule ici, ma tante, c'est le mensonge sur lequel j'ai bâti ma carrière, » répondit Léo en montant sur scène, non pas pour prendre le prix, mais pour se tenir face à elle. Dubois s'adressa à l'audience, sa voix de critique résonnant, avec une autorité retrouvée, mais cette fois au service de la vérité. « Mesdames et messieurs, vous m'avez tous lu critiquer ce jeune homme. J'avais tort, non pas sur la technique, mais sur l'histoire. Ce soir, nous allons corriger une injustice bien plus ancienne. » Alors, Léo prit le micro. Son regard était fixé sur sa tante. Ce prix pour le dialogue des cultures est une imposture, car le dialogue implique deux voix, et pendant 30 ans, la voix la plus importante a été réduite au silence. Derrière lui, l'écran géant qui devait diffuser les photos de ses plats s'alluma, mais à la place de la nourriture apparut une image haute résolution d'un document jauni, un contrat, et deux signatures côte à côte, Philippe Martel et Awa Ndiaye. La véritable innovatrice, la partenaire à 50%, l'âme de ma cuisine, ce n'était pas seulement mon père, continua Léo, sa voix tremblante d'émotion, mais ferme. C'était sa partenaire, Awa Ndiaye, la grand-mère d'Amara. Il se tourna et tendit la main à Amara, qui le rejoignit sur scène. L'héritage que ma tante ici présente a si brillamment géré, la voix de Léo se durcit, était en réalité un héritage volé, volé à un homme mourant, volé à une femme brillante et à sa famille. Hélène, piégée sous les lumières, le visage décomposé par la haine et la panique, laissa échapper un cri étranglé. « C'est faux! C'est une conspiration !» Mais personne ne l'écoutait plus. Tous les regards étaient fixés sur le contrat projeté à l'écran, puis sur le visage calme et puissant d'Amara, debout au centre de la scène. L'humiliation publique, si brutalement infligée à Léo des semaines plus tôt, venait de lui être retournée avec une force centuplée. Le goût de la vérité, pour Hélène, était amer comme le poison. Le grand déballage était total, public et sans appel. La chute d'Hélène Martel fut aussi rapide et spectaculaire que son règne avait été long et silencieux. La révélation publique lors des Lauriers d'Or fut une explosion dont les retombées furent immédiates et dévastatrices pour elle. Le lendemain matin, l'image du contrat volé était à la une de tous les journaux. Le scandale n'était plus une affaire privée, mais un sujet de débat national sur l'appropriation culturelle, l'éthique et les non-dits de l'histoire, acculé
Abandonnée par ses soutiens mondains, qui fuyaient le navire en perdition, Hélène se retrouva seule face aux conséquences de ses actes. Les implications légales furent sévères. Maître Lambert, armé du contrat original et des preuves de la cession frauduleuse, engagea des poursuites au nom de la succession d'Awa Ndiaye, représentée par Amara. L'accusation était claire. Abus de confiance, fraude et détournement d'héritage. Le procès fut bref. Les preuves étaient accablantes. L'enregistrement audio où elle se vantait d'avoir arraché la page de l'histoire fut la pièce maîtresse qui scella son destin. Hélène fut condamnée non seulement à restituer plusieurs décennies de bénéfices indûment perçus, une somme qui se chiffrait en millions, mais aussi à une peine de prison avec sursis, une humiliation suprême pour une femme de son rang. Mais la véritable justice ne fut pas celle des tribunaux, ce fut celle de la mémoire. Le nom d'Awa Ndiaye fut officiellement et publiquement restauré. Des articles furent écrits, non plus sur le docteur Martel, l'anthropologue découvrant des traditions, mais sur le partenariat Martel-Ndiaye, un duo visionnaire en avance sur son temps. La source locale anonyme était enfin reconnue comme une créatrice, une pionnière, une aiguille. Pour Amara, cette réhabilitation du nom de sa grand-mère était la plus grande des victoires, bien plus précieuse que n'importe quelle compensation financière. La justice avait été rendue, non seulement pour le passé, mais aussi pour l'avenir, assurant que l'histoire, désormais, serait racontée dans son intégralité. Le mensonge était mort et enterré. La victoire judiciaire et la restitution financière n'étaient pas une fin en soi, mais le commencement de quelque chose de nouveau. Pour Léo et Dubois, le sentiment de culpabilité, l'un pour avoir profité passivement d'un mensonge, l'autre pour son arrogance destructrice, ne pouvait être apaisé que par des actions concrètes et significatives. Il ne s'agissait plus seulement de corriger le passé, mais de créer un futur plus juste. Le premier acte de cette reconstruction fut symbolique et puissant. Léo annonça la fermeture définitive de l'avenir. À sa place, un nouveau projet allait naître, non pas sur les cendres de l'ancien, mais sur les fondations enfin dévoilées de la vérité. Le nouveau restaurant s'appellerait le Pont de Dakar, un nom choisi par Amara, symbolisant le lien entre les deux cultures et les deux familles. L'argent récupéré du procès fut entièrement investi dans ce projet, mais Léo y apporta une modification fondamentale. Il proposa à Amara non pas un poste de chef honoraire, mais un partenariat à part égale et faisant d'elle la cofondatrice et la directrice de la création culinaire. Il ne serait plus le seul visage de l'établissement. Il serait l'apprenti, apprenant de celle qui détenait la source originelle du savoir. Dubois, de son côté, orchestra son acte de rédemption à une échelle bien plus large. Il réalisa que le cas Martel-Ndiaye n'était pas un incident isolé, mais le symptôme d'un mal plus profond, l'exploitation silencieuse et systématique des savoirs traditionnels par le monde occidental. Usant de son influence considérable et de sa fortune personnelle, il créa la Fondation Awa Ndiaye pour l'équité culinaire. Cette fondation avait un triple objectif. Premièrement, fournir une assistance juridique aux artisans et gardiens de traditions culinaires du monde entier
pour protéger leur propriété intellectuelle. Deuxièmement, créer des bourses pour permettre à de jeunes talents issus de ces cultures de venir se former dans les plus grandes écoles de gastronomie, non pas pour effacer leur identité, mais pour leur donner les outils pour la sublimer et la défendre. Et enfin, financer des projets de documentation menés non pas par des chercheurs occidentaux, mais par les communautés elles-mêmes, afin qu'elles soient les maîtresses de leur propre narration. Ce fut l'œuvre de sa vie, une manière de transformer l'arme de sa critique en un bouclier pour les sans-voix. En agissant ainsi, Léo et Dubois ne se contentaient pas de s'excuser. Ils transformaient leur honte en un moteur de changement, construisant un pont durable là où il n'y avait eu qu'un rapport de force et d'exploitation. Ils ne réparaient pas seulement une injustice, ils s'attaquaient aux racines mêmes qui l'avaient rendu possible. 6 mois plus tard, le soir de l'inauguration du restaurant, le pont de Dakar, l'atmosphère n'a rien à voir avec le silence guindé de l'avenir. L'endroit est vibrant, chaleureux, rempli d'une musique cora douce et des éclats de rire et d'une clientèle diverse. La décoration mêle l'élégance parisienne à l'artisanat sénégalais, créant un espace unique, un lieu de rencontre. La cuisine, désormais ouverte sur la salle, est le cœur battant du restaurant. Amara, portant une veste de chef sur mesure, ornée du blason au baobab et à la fleur de lys, n'est plus une ombre. Elle est le soleil. Elle dirige sa brigade avec une autorité calme et bienveillante. À ses côtés, Léo, concentré et humble, dresse une assiette avec une précision nouvelle, écoutant attentivement les conseils qu'elle lui murmure à l'oreille. Leur collaboration est une danse fluide, un dialogue respectueux entre deux traditions qui ne cherchent plus à fusionner, mais à converser. À la meilleure table du restaurant, près de la grande baie vitrée donnant sur la Seine, est assis Monsieur Dubois. Il n'est pas là en tant que critique. Son carnet est fermé. Il est là en tant qu'ami, en tant que parrain. Il ne déguste pas, il savoure. Il n'analyse pas, il ressent. Il regarde la salle, voit les boursiers de sa fondation attablés avec des grands chefs parisiens, voit des familles de toutes origines partager des plats servis dans de magnifiques poteries sénégalaises. Il voit le pont qu'il a aidé à construire, bien réel, bien vivant. Amara sort de la cuisine et s'approche de sa table, suivie de Léo. Elle pose devant lui une petite assiette qu'elle a préparée elle-même. Ce n'est pas un plat complexe du menu, c'est juste un morceau de pain fait maison et une petite coupelle contenant une sauce riche et parfumée. Le pain est fait pour être partagé, dit-elle simplement, un léger sourire aux lèvres. Dubois la regarde, les yeux embués d'une émotion sincère. Il comprend le geste. C'est la rédemption finale, le cercle qui se boucle. Il prend le pain, le trempe généreusement dans la sauce, la même sauce qui fut à l'origine du conflit, et le porte à sa bouche. Il ferme les yeux. Cette fois, il ne goûte pas seulement les épices. Il goûte la résilience, la justice, le pardon. Il goûte l'histoire d'Awan Diaye, le rêve de Philippe Martel, la force d'Amara, la rédemption de Léo et la sienne. Quand il rouvre les yeux, il regarde Amara, puis Léo, qui se tiennent debout. Ensemble, ils ne sont plus seulement des individus liés par un drame. Ils sont une nouvelle famille. Une famille née non pas du sang, mais de la quête commune de la vérité.
Dubois lève son verre. À ce qui nourrit vraiment, dit-il, sa voix emplie d'une gratitude profonde. À l'héritage, pas celui qu'on reçoit, mais celui qu'on choisit de bâtir. Amara et Léo lèvent leur verre avec lui. Dehors, les lumières de Paris scintillent sur le fleuve, se mêlant au rire et à la musique qui s'échappe du restaurant. Le pont est construit. L'avenir peut commencer. La vérité, finalement, a un goût de paix.